Shalom, bonjour. Comme vous savez, dans notre émission Femmes uniques et exceptionnelles, aujourd'hui, nous avons le plaisir et la joie de recevoir Maman Espérance Nana Lissoubu. Je vais déjà la présenter, je vais prendre vous la présenter un peu pour que vous puissiez connaître qui est en face de vous, qui est devant vous. Alors, Maman Espérance Nana Lissoubu, elle est mariée, elle est mariée au révérend Francine Ngawala. Elle est mère de 4 enfants. Elle a été ordonnée en 2017 comme pasteur, également responsable du ministère Femmes leaders au sein de la voie de la puissance divine, Ngawala Ministry. Alors, à qui nous disons bonjour maman. Bonjour Valérie. Oui, comme vous savez, nous avons toujours, je vous présente, mais nous vous laissons aussi un peu bien vous-même vous présenter, vous faire introduire pour nos peuples et dieux qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle, d'aucuns m'appellent Maman Nana. Mon nom, c'est Espérance Nana Lissoubu. Je suis mariée au prophète Francis Ngawala et je suis mère de 4 enfants, donc 2 filles et des garçons. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Que je suis aussi pasteur. Pasteur ordonné au ministère et je travaille au sein de la voie de la puissance divine, Ngawala Ministry, aux côtés de mon mari. Voilà un peu tout ce que je peux dire en gros sur ma biographie. Wow. J'espère que c'est suffisant. Wow, c'est suffisant, c'est bon, c'est une très bonne biographie. Alors, maman, comme vous savez, notre émission, c'est Femmes uniques et exceptionnelles. Alors, nous avons toujours une question de base que nous aimons toujours poser à nos invités, à nos mamans qui viennent, à des femmes-là exceptionnelles, de nous expliquer aussi à leur tour, c'est quoi pour vous cette femme unique et exceptionnelle? Ça, c'est une bonne question. Femme unique et exceptionnelle peut se définir de différentes manières. Mais pour moi, je me dis, une femme unique, exceptionnelle, c'est d'abord une femme, je dirais même qu'une femme qui est créée à l'image des dieux. OK? De par notre conception, chaque être humain est d'abord unique et exceptionnel dans sa manière de voir, dans sa manière de concevoir, dans sa manière d'être, même dans son ADN. Dieu a créé chaque être unique. C'est pourquoi même la Bible nous dit dans le psaume 139, il dit « Je me réjouis que tu aies fait de moi une créature si merveilleuse. » OK? D'aucuns diraient une créature si unique parce que nous sommes uniques, nous sommes merveilleux au devant de Dieu. Nous avons du prix et de la valeur à ses yeux. C'est ça d'abord le fait que nous soyons uniques. Mais quand est-ce qu'on devient exceptionnel? C'est quand l'on se rend compte que l'on est unique, effectivement. Que l'on a de potentialité, que l'on a de qualité, que l'on a une particularité qui nous est propre, que l'on ne retrouve pas chez autrui. Alléluia. Et qui fait de nous cette personne à part entière de par notre ADN. Mais quand nous prenons conscience de ce que nous sommes et que nous décidons de le mettre à la portée de notre entourage, de nos proches, c'est en ce moment-là que nous devenons exceptionnels. Nous devenons cette femme que l'on regarde ou que la Bible dit dans Proverbe 33, quand on parle de la femme vertueuse, on dit aux portes de la ville, on la loue parce qu'elle fait tout ce qu'une femme doit être. Cette femme exceptionnelle, celle qui peut donner la vie, celle qui est capable de faire don d'elle-même. Moi, je dirais que pour moi, c'est ça la femme exceptionnelle. Elle sort du lot. Wow. Merci maman, j'ai aimé vraiment votre définition. C'est que maman voulait dire, c'est on devient exceptionnel quand on commence à se découvrir, quand on commence à savoir qu'on est unique. Donc on prend dans cette unicité-là et on se dit, je ne suis pas comme tout le monde. Ce qu'on peut retrouver chez maman Nana, on ne va pas le retrouver chez moi. Ce qu'on peut retrouver chez moi, on ne va pas le retrouver chez l'autre. Donc quand tu commences à réaliser cela, c'est alors que tu deviens exceptionnel. Merci beaucoup maman pour vraiment cette question, la réponse que je vais vraiment aimer. Alors, maman, aujourd'hui, dans notre femme unique et exceptionnelle,
nous parlons de le gène et le mariage. Donc, ouais, domaine mariage aujourd'hui, nous parlons des gènes et le mariage. Alors, nous allons déjà avec notre première question, maman. À quel moment une femme peut se considérer prête pour le mariage? Est-ce parce qu'elle s'est dit, j'ai amassé l'argent, je travaillais ou je suis âgée? Je vieillis maintenant, il faudrait vraiment que je me marie. C'est à quel moment qu'elle peut se considérer qu'elle est prête? Bon, je considère qu'on n'est jamais prête à 100% pour le mariage. Mais déjà, sur base de la loi, on dit une femme est prête au mariage quand elle a atteint la majorité. OK? Oui, ça là, nous parlons maintenant du développement physique. Développement physique, on dit quand une femme a atteint la majorité, elle est maintenant prête au mariage. Et nous voyons même que dans la Bible, l'apôtre Paul dit quand la fille atteint l'âge nubile. OK? Ça veut dire qu'elle a atteint la majorité, comme on le dit selon la loi. C'est en ce moment-là que l'on peut se dire que cette femme est prête pour le mariage. Mais ça ne s'arrête pas seulement sur le plan du développement physique. Parce qu'au-delà du développement physique, nous avons aussi la maturité. Okay? La maturité, c'est aussi le développement physique, mais ça tient aussi compte du développement psychologique de la personne. Parce qu'une personne peut atteindre l'âge nubile, comme l'on dit, elle peut même être plus âgée, mais c'est considéré comme un enfant dans sa tête. C'est considéré comme un bébé à qui on doit prendre soin, on doit tout montrer, on doit tout faire. Et à cette personne-là, je ne dirais pas qu'elle est prête pour le mariage. Une personne qui est mature, c'est cette personne qui prend conscience de ses responsabilités, qui se dit que j'ai maintenant le potentiel nécessaire pour prendre en charge les responsabilités que je cherche. Par exemple, pour ma vie, la famille que je veux fonder ou le mariage. Okay? Sinon, nous serons ce genre de femmes que moi j'appelle des femmes corbillards, parce que n'ayant pas appris la maturité, n'ayant pas acquis la maturité nécessaire et prête à détruire son mariage avec ses propres mains, si je peux dire en termes vulgaires, avec ses propres mains. Mais quand on est consciente que c'est maintenant le temps nécessaire pour moi et on est apte, ou encore je dis on est responsable maintenant pour se dire que je ne dois pas penser à moi maintenant, je dois penser au bien-être de mon futur, de mon futur mari, je dois penser au bien-être de notre vision ensemble, je dois penser à notre avenir, à tout ce qui incombe à l'autre. C'est en ce moment-là que je peux dire oui, je suis prête pour les mariages. Quand je me dis, je serai face à telle difficulté, comment est-ce que je pourrais, par exemple, m'en sortir? Comment est-ce que je veux me débrouiller face à telle ou telle situation? En ce moment-là, je dirais que je suis prête pour le mariage. Mais sinon, l'aspect financier n'est pas forcément, comment je dirais, un facteur important pour le mariage. C'est vrai que l'aspect financier contribue à la réalisation du mariage, mais ce n'est pas ça le fondement du mariage. Ce n'est pas ça le fondement du mariage. Ce n'est pas puisque on a l'argent, cet aspect viendra seulement contribuer, mais ce n'est pas vraiment ça qui va faire que tu te dises que je suis prête. Même l'âge, comme l'a dit maman, ce n'est pas puisque je me sens déjà dans les trentaines que je me dis, ah voilà, je suis prête pour être une femme, une épouse. C'est d'abord oui, aussi... Maman Valérie. Oui, parce maman. Que vous rencontrerez une femme qui a peut-être 45 ans ou 50 ans qui se dit, je veux me marier, mais elle ne pense qu'à sa propre personne. Okay? Elle est d'abord égoïste envers les autres gens autour d'elle. Elle n'aime peut-être pas voir des enfants à côté ou jouer. Donc, exactement. Je dirais que son monde ne tourne qu'autour d'elle. Cette personne n'est pas prête pour le mariage. Ah oui, wow. Parce que le mariage, comme vous dites, maman, c'est quelque chose qu'on doit partager. Ça veut dire que tu te soucies de l'autre et l'autre se soucie de toi. C'est alors vous faites maintenant ce mariage, ce qu'on appelle mariage. Waouh, c'est vraiment bien, maman. Nous sommes vraiment émerveillés par les réponses que vous nous donnez. Alors aujourd'hui, je pense que toutes ces personnes qui attendent pour les mariages,
quand ils écouteront cette émission, ils vont être bénis. En tout cas, j'en suis sûre. Alors, maman, nous avons une autre question comme lorsqu'une sœur est en relation, parce que nous voulons que la jeunesse sache au moins qu'ils retiennent quelque chose, elle est en relation ou encore pendant le fiançailles. Alors, c'est quoi le signe pour continuer ou aussi pour arrêter? Parce que je commence une relation, je suis dedans, dans le fiançailles, mais je me dis quels sont les indices, les signes qui font que je puisse arrêter pour enfin éviter les pires. Quand je dis ça, maman, dans le sens que il y a des fois, nous voyons des signes, nous voyons des choses. Nous avons tendance à dire que ça va s'arrêter un moment. Quand on s'est dans le mariage, ça va s'arrêter, il va mieux se comporter. Mais c'est quoi vraiment les signes qui fera que non, avec ça, il faut que tu arrêtes pour éviter le pire là qui va venir, que ça va s'arrêter. Et si je savais. Ok. Merci, maman Valérie. Je dirais, pour moi, la période de fiançailles, c'est d'abord une période où vous avez le temps de vous connaître, le temps d'observer l'autre, de connaître ses défauts et ses qualités. Mais c'est aussi en ce moment-là où on se pose des questions déterminantes pour sa vie, savoir si je vais continuer ou je vais abandonner. Mais comme le dit toujours mon mari, c'est aussi une période où il faut rendre à l'amour ses yeux. Okay? Parce que deux fois, nous embarquons sans vouloir regarder au devant. On s'est dit, je suis amoureuse, je suis ceci. Comme vous avez dit tantôt, peut-être qu'il va changer, oui. Il faut vraiment, c'est une période où il faut rendre à l'amour ses yeux. Certains indices, je peux dire par exemple, une personne qui est déjà agressive, okay? Qui est agressive pendant que vous êtes fiancés, qui vous bat. Une personne comme ça ne s'arrêtera pas dans le mariage parce que déjà les hommes considèrent le mariage comme un acquis, ça veut dire tu es sa propriété et donc il peut faire ce qu'il veut. Et maintenant, si toi déjà on te bat pendant que tu es dans les fiançailles, mais on peut te tuer dans le mariage. Okay? Pour moi, c'est déjà un indice qui doit te faire tiquer. Parce que moi, j'ai toujours dit à mon mari, tu sais, moi, je ne me suis pas mariée pour souffrir. Pour souffrir. Je me dis, c'est une relation, une communion où on doit partager nos joies et nos peines, mais pas pour venir faire souffrir l'autre. De la même manière que je ne voudrais pas faire souffrir mon mari et je n'accepterai pas le contraire. Okay? Nous avons ça. Vous avez une relation où l'homme ne tient pas compte de l'autre. Okay? Vous ne partagez pas les mêmes visions. Non. Dites-moi comment vous allez avancer ensemble. Deux personnes ne peuvent pas se mettre ensemble sans qu'ils ne s'accordent. Oui, exactement. Et quand vous ne vous accordez pas, vous ne partagez pas le même rêve, les mêmes visions, c'est en ce moment-là qu'il faut tout remettre en cause. Et se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que ça va changer? Je ne peux pas, est-ce que je pourrais vivre avec? Je ne pourrais pas supporter. Donc, vous voyez, et un autre indice, il y a le manque d'amour. Déjà, vous pouvez comprendre que cette personne vous aime ou non par son comportement, le reste. En ce moment-là, il faudrait rendre à l'amour ses yeux pour voir et prendre les bonnes décisions. Les indices, il y en a plusieurs. Un homme égoïste. Vous voyez? Un homme égoïste, un homme... Je peux étaler certains, mais pour moi, je pense que les trois éléments que j'ai cités avant sont les plus importants. Les autres peuvent se corriger si la personne aime vraiment, ok? Ça peut se corriger. Mais un défaut de caractère récurrent, c'est difficile. C'est difficile. Un homme qui est trop colérique, agressif au point de vous battre sans se retenir, c'est compliqué, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc, il faut vraiment ouvrir l'œil, le bon œil pour se dire, ça, je suis capable de vivre avec, ça, non, je ne pourrais pas continuer. Il faut maintenant arrêter. Oui, c'est ça, maman. Parce que j'ai remarqué, je posais cette question parce que j'ai remarqué aussi, maman, il y a des femmes, des jeunes filles, à qui elle est déjà engagée, elle est dedans. Le fiançailles, on dit le fiançailles peut se rompre. On s'observe, mais si on trouve que ça ne va pas, ce n'est pas un mariage. Nous ne sommes pas encore engagés jusqu'à aller, donc nous pouvons arrêter. Mais vous allez voir la jeune fille, elle voit bien qu'au fond d'elle, elle s'est dit que avec ce monsieur, je crois que j'aurai vraiment
le pire et tout. Mais elle veut seulement qu'on puisse dire qu'elle est mariée. Elle sent que ce n'est pas la bonne personne. Elle voit vraiment les indices que vous avez même cités, égoïste, colérique, toutes ces choses-là. Mais elle cherche seulement qu'on sache qu'elle a porté cette robe. Après, pour à la fin dire qu'on va divorcer. Hein? Le pire, maintenant, quand ça arrive, elle commence à chercher les divorces alors qu'elle était bien prévenue quand elle était avec l'homme. Mais c'est juste que je vais juste me marier. Or, quand nous voyons ces choses, comme vous avez dit, un homme déjà qui est égoïste, c'est que ça prend le caractère. Ça veut dire ça, ce n'est pas quelque chose que Dieu viendra lui dire, mon fils, arrête l'égoïsme. Ça veut dire c'est l'engagement de lui-même. C'est la personne lui-même, elle-même qui va se dire, non, il faut que j'arrête ça à l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est comme un caractère, on ne vient pas bénir, on ne veut pas délivrer les caractères, on ne veut pas prier dessus pour les caractères, mais ça prend une décision, comme vous avez dit, maman. Quand déjà un homme est égoïste et colérique, c'est vraiment les indices, comme vous a dit maman Nana. Alors, vraiment, nous sommes toujours bénis. Maman, alors, maintenant le contraire. Les indices, maintenant les signes qui peuvent te pousser à savoir que c'est la bonne personne. Donc, la bonne personne pour continuer jusqu'au mariage. Je te dis, celui-là que je vis, fini. Je ne peux même pas m'arrêter. Il faudrait aller jusqu'au mariage. C'est l'homme de ma vie, c'est fini. On va rester, continuer notre vie ensemble. C'est quoi les signes maintenant, maman? Mais maman Valérie, les deux sont presque pareils. Oui. Parce que, bon, déjà, quand vous êtes consciente que le mariage ne s'arrête pas à la robe ou au fait de l'âge ou encore, je ne sais pas, tous ces tralala qui font que les gens pensent que le mariage, c'est les demoiselles d'honneur ou la fête comme ça. Non, il y a, et au-delà de l'aspect spirituel aussi, le premier indice, c'est d'abord que j'ai vu que cet homme m'aime, ok? Il me considère. Je fais partie de sa vie, ok? Ça, pour moi, c'est d'abord l'indice le plus important. Le deuxième indice, c'est un chrétien. Parce que nous ne nous voilons pas la face aussi. L'aspect chrétienté aussi est très important. Très important. Quand vous une chrétienne, vous allez vous engager avec un païen, c'est vrai que les gens disent que non, vous voulez tout spiritualiser. Mais au-delà de tout spiritualiser, nous voyons des conséquences dans le mariage. Une personne qui est venue te chercher à l'église juste parce que, bon, il voulait t'avoir et après, il change complètement ou qui t'emmène dans des histoires contre nature qui te poussent à être maudit de Dieu. Vous voyez que c'est vraiment un endroit que tu ne peux pas rester. Donc, le facteur chrétienté est important. Quand déjà vous vous mariez mal, c'est tout l'objectif qui fait de vous une femme exceptionnelle que vous détruisez. Parce que vous avez un plan de Dieu pour vous, vous avez un appel. Et quand votre mari ne se joint pas à ce que Dieu a mis à vous, ou quand vous ne vous joignez pas à ce que Dieu a mis en votre mari, ça devient compliqué, ça devient compliqué parce que vous détruisez déjà le ministère. Bon, cela fait partie, donc l'aspect chrétienté est aussi important. Et il y a la complicité. Oui, j'aime, on est complice, donc on peut aller jusqu'au bout. Okay? On est complice, on peut aller jusqu'au bout. Il y a le respect mutuel, il y a cette envie d'être toujours ensemble, de tout partager, de tout faire ensemble, de faire plaisir à l'autre et surtout d'être responsable de l'autre. Exactement. D'être responsable de l'autre. Parce que moi, je dis toujours, un homme, comme je dis toujours à mon mari, un homme, c'est d'abord une personne responsable. Je dis l'auteur et son œuvre, ok? L'auteur et son œuvre, c'est parce que l'auteur prend toujours soin de son œuvre. Okay? Dieu a pris soin de l'homme parce que c'est lui l'auteur, c'est lui qui l'a créé. Exactement. Le même un écrivain, quand il rédige son livre, tout ça, là, après, le produit de son travail, il en prend soin. Okay? De la même manière, je dis que pour moi, l'homme, c'est d'abord l'auteur qui prend soin de son œuvre. Dieu l'a placé comme chef de la femme pour prendre soin de la femme. Okay?
Oui, donc l'auteur prend son œuvre et il n'aime jamais cette partie-là, mais bon, c'est toute la réplique que je trouvais exacte et appropriée pour cela. Quand vous avez déjà un homme qui prend soin de vous, qui vous considère et comme je le dis toujours, qui vous met sur un piédestal. Pas forcément dans le sens de vous vendre une déesse, mais bon, vous avez votre place et vos droits. En ce moment-là, je peux dire, là, je suis là à ma place, je reste jusqu'au bout, c'est l'homme idéal pour moi. Okay? Exactement. Donc, l'homme qui prend vraiment soin de vous, qui est là à votre côté, que vous regardez quand vous êtes déjà fiancé, tu peux savoir, il y a les indices, comme a dit maman. Tu peux voir, il est attentionné tout le temps, tu te sens vraiment, et puis vous avez les idées communes. Donc, vous voyez la même chose, parce que les gens aussi, il y a la définition du mariage que beaucoup de gens, la plupart des gens ne savent pas. Voilà pourquoi des fois, il y a la cacophonie dans le mariage à cause qu'on ne connaît pas la vraie définition du mariage. Alors, maman, nous tendons dans notre temps vraiment 30 minutes. Là, je dis toujours, ce n'est pas beaucoup, mais nous avons une dernière question que moi, j'ai dit, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, dans le sens, oui, dans le sens, maman, dites-nous, pour vous, est-ce qu'il est recommandé à tout raconter à son futur mari, même si l'on a un passé sombre? Je lui ai un passé sombre. Est-ce qu'il est vraiment important, comme on a dit, de tout raconter, même si on avait un passé sombre? Qu'est-ce que vous dites, maman? Non, maman Valérie, ça c'est une question très pertinente. Pour moi, je dirais d'abord qu'il est important de tout raconter à son mari, mais à un certain point. Quand je dis à un certain point, pas parce qu'il faut cacher certaines choses, mais à un certain rythme. Vous savez, une personne qui ne sait pas se confier à son mari, ou une femme qui ne sait pas se confier, ou un homme qui ne sait pas se confier à sa femme, c'est déjà un mur que vous érigez entre vous. OK? Et surtout en ce qui concerne le passé. Parce que nous avons tous eu notre passé. Chacun à sa manière. Nous ne sommes pas nés des saints. Il y en a qui ont été moins pécheurs que d'autres, mais nous étions d'abord tous des pécheurs. Et chacun a son passé. Nous ne voulons pas l'entretenir, mais chacun a son passé. Si tu ne racontes pas à ton mari ton passé, imagine maintenant qu'il entende ça de quelqu'un d'autre. Parce que le problème, c'est toujours les discours indirects. OK? Le discours indirect, c'est que quelqu'un d'autre rapporte, il accentue toujours. OK? Il accentue toujours. Ça veut dire que tu as peut-être fait, oui, je sais que j'ai un passé sombre, mais la personne qui vient dire ça à ton mari accentue. Donc, il rajoute même ce qu'il ne fallait pas ajouter. Or, si toi-même, tu avais pris soin de faire part à ton mari de ton passé sombre, peut-être pas en n'entrant pas dans les détails, juste pour ne pas trop blesser sa sensibilité, parce qu'on s'est dit, on voit au fur et à mesure que vous grandissez, vous allez vous ouvrir petit à petit. Mais sinon, pour moi, il est important qu'il connaisse votre passé pour pouvoir bien gérer l'avenir. Sinon, ce serait des dégâts après. Des dégâts. Des dégâts après. Vous avez peut-être fait un enfant que vous avez caché et vous n'avez pas dit à votre mari, ou peut-être que le papa de l'enfant a pris l'enfant et vous n'avez pas dit à votre mari, vous gardez le silence. Le jour où la vérité va se savoir, ce serait compliqué pour vous. OK? Or, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus simple que d'ouvrir son cœur et de dire la vérité. Je suis toujours de ces personnes qui prônent pour la vérité, même si on dit que des fois la vérité blesse, mais ça, c'est ma logique à moi. Ça, c'est ma logique à moi. Je dis, et peut-être je peux atténuer pour ne pas blesser, et avec le temps, on s'ouvre petit à petit pour dire non, voilà, tu vois ça, il y avait ça, les circonstances, je ne sais pas, parce qu'on ne juge pas, c'est un passé. OK? Mais il y a des gens qui sont susceptibles, qui ne sont pas capables de tout emmagasiner directement. Voilà. Donc, à ce que vous dites, vraiment, jeune femme, jeune mariée, vous qui entrez, sachez bien que ça prend aussi la sagesse
Donc, il ne faudrait pas, comme l'a dit maman Nana, c'est petit au fil et à mesure. Vous êtes en train de vous connaître, vous êtes en train de rester, parce qu'il y a une vérité qui vient aussi brusque. Ça peut aussi donner une cassure. Mais si vous avez le moyen, comment le dire, donc ça peut faire quelque chose. Alors, vraiment, on a beaucoup de choses à parler. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, à mettre comme commentaire. Et encore, je sens que maman Nana a beaucoup à dire, mais le temps, vraiment 30 minutes, on ne sait pas. Vraiment, le sujet mariage, c'est un sujet vaste, il faudrait le dire. C'est vraiment un sujet vaste. Mais là, nous arrivons vers la fin. Alors, maman, dans 1 minute, quel est le mot de la fin pour le peuple de Dieu qui nous suit? Pour moi, je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment et surtout ceux qui veulent mettre en pratique nos conseils par rapport au mariage. Parce que je dis, le mariage n'est pas un choix où vous vous levez le matin et puis vous dites je veux me marier. C'est un choix qu'il faut prendre avec sérieux et vraiment considérer tous les aspects avant de s'engager. Et quand vous vous y engagez, vous devez prendre vos responsabilités en main pour ne pas abandonner le lendemain en disant que non, voilà, je ne pourrais pas, à moins que ce soit un cas de délit où on se dit dans cette situation, on ne peut plus rester. Mais pour moi, c'est pourquoi je conseille toujours aux jeunes femmes, je dis, il faut peser le pour et le contre, il faut bien ouvrir vos yeux et il faut avancer. Merci, maman. Il faut bien ouvrir les yeux, bien peser le pour et le contre pour mieux avancer. Alors, comme l'a dit maman, si vous suivez nos conseils, cela fera quelque chose de bien et aussi avoir la sagesse et toujours associer le Saint-Esprit dans ce que vous faites. Alors, maman, moi, je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre invitation, votre disponibilité. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez accepté notre mission. Nous demandons que l'Éternel vous bénisse et vous accorde encore plus de sagesse et d'intelligence pour être toujours cette femme unique et exceptionnelle. Merci, maman. Merci à tout le monde. Et j'ai dit déjà, bye bye, maman. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci, maman. Merci, bye bye. Bye.